6h, le journal, première édition présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Premier conseil des ministres ce matin. Au menu, beaucoup de dossiers chauds sur le pouvoir d'achat, la crise énergétique, le climat et une polémique qu'il faut éteindre de toute urgence, l'affaire Colantes. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a reçu hier le rapport d'enquête sur l'organisation de cette émission, truffée d'épreuves sportives dans la maison d'arrêt de Fresnes fin juillet. William Molinier, tout dans ce rapport que vous avez pu consulter, tout semble pointer vers une responsabilité du directeur de la prison. Oui, lui-même reconnaît dans ce rapport une erreur d'appréciation. C'est bien lui qui a validé sur le principe le projet Colantes. Son supérieur hiérarchique direct, le directeur interrégional, n'a eu connaissance de l'existence du concours que 6 jours avant seulement. Lui avait fait part de sa désapprobation. Ni la chancellerie, encore moins le cabinet du ministre n'était au courant. En tout cas, pas dans les détails. Tout a été découvert le jour même. Selon le rapport, l'ampleur des activités, notamment l'épreuve de karting et du bassin d'eau. Concernant les profils des 27 détenus, spectateurs et participants, 4 d'entre eux avaient eu des incidents en détention cette année. Un avait été condamné pour viol en récidive, un autre pour assassinat. Mais la sélection, selon le rapport, s'est révélée conforme et classique compte tenu de la population carcérale à Fresnes. On espère qu'avec ce rapport, ce sera la fin de la polémique, souffle une source à la chancellerie. Reste à savoir si Jimmy Delis, le directeur de Fresnes, restera à son poste. Le rapport précise qu'il était en congé annuel lors des réunions de préparation de l'événement et que c'est son adjointe qui a pris le relais. Les syndicats de gardiens de prison avaient réclamé sa tête à l'instant même où cette affaire avait éclaté. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les militaires vont-ils vraiment encadrer les jeunes délinquants dans les centres de rééducation ? La proposition de Gérald Darmanin à Mayotte hier est loin de faire l'unanimité. Dans les rangs de l'armée, on soupire un peu. Accompagner la jeunesse, oui. Prendre en charge les délinquants, c'est autre chose. Les spécialistes des adolescents en ont bien conscience eux aussi. Pour Fabienne Glovax, docteur en psychologie de la délinquance en Belgique, c'est clair, ce n'est pas du tout une solution adaptée aux mineurs. C'est tout à fait insensé, c'est choquant. Le cadre militaire appelle à une forme de restriction et de violence dans l'intervention qui peut légitimer même le recours à certains actes de violence. Ça peut apparaître pour certains une solution, alors qu'actuellement, scientifiquement, l'on sait qu'il est nécessaire de déployer des interventions pluridisciplinaires dans des contextes, je dirais, favorables de bienveillance. On a des professionnels de l'aide à la jeunesse, des professionnels du secteur psychosocial qui ont une formation pour assurer cet accompagnement de ces délinquants. Et les méthodes des militaires ne rejoignent pas les besoins de ces jeunes pour reprendre un développement positif et pour désister, c'est-à-dire pour sortir de la délinquance. Fabienne Glovax au micro européen de Chloé Lagadou. Un ambulancier toujours en garde à vue après avoir mortellement fauché 2 adolescents qui circulaient en trottinette à Lyon. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. L'ambulancier qui était en intervention pour le SAMU avait un permis de conduire valide selon le parquet, mais il avait déjà fait l'objet de plusieurs procédures pour infraction routière et même d'une suspension de permis. Et puis l'arrestation hier du meurtrier présumé d'un jeune Afghan à Colmar, c'était la semaine dernière. 7 jours de cavale. Le suspect âgé de 17 ans a finalement été interpellé à Sarcelles en région parisienne. Il a été placé en garde à vue. Son complice présumé, tout juste majeur, est encore recherché. 6h et bientôt 5 minutes sur Europe 1. Nous sommes le 24 août et ce jour, c'est le traditionnel jour de la fête en Ukraine, fête de l'indépendance. Mais cette fête ne sera pas vraiment fêtée aujourd'hui. Non, à la place du concert et des cotillons, Kiev a aligné sur son avenue principale des carcasses de chars russes comme une provocation. Le président ukrainien l'a dit, il craint que le Kremlin ne renforce ses bombardements aujourd'hui. Ce 24 août marque aussi l'entrée dans le 7e mois de guerre, un conflit que Moscou voulait rapide, mais qui devient une guerre d'usure. L'Ukraine, en tout cas, peut toujours compter sur le soutien des Occidentaux. Emmanuel Macron appelait hier à n'avoir aucune faiblesse face à la Russie. Et de son côté, pour marquer l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne, Washington devrait annoncer aujourd'hui une nouvelle aide militaire à Kiev, 3 milliards de dollars. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une aide d'une ampleur inédite. De quoi s'agit-il exactement, Nicolas ? Eh bien, les Américains vont livrer des munitions, mais aussi des drones pour permettre aux Ukrainiens de tenir sur le front face aux Russes. Parmi le matériel qui sera envoyé, on peut citer les petits Puma, ces drones qu'on peut lancer à la main, mais aussi des drones de surveillance Scan Eagle qui peuvent voler en autonomie plus de 24 heures. Ou encore 40 véhicules blindés résistants aux mines. Ils ont prouvé leur efficacité en Irak et en Afghanistan face aux engins explosifs improvisés. Le but
aider l'Ukraine à se défendre à moyen et à long terme, car le conflit devrait durer au-delà de 2023. Les Américains en sont convaincus et adaptent leur stratégie. D'ailleurs, la plupart des armes qui seront livrées ne le seront pas avant au moins 1 an, le temps pour les entreprises américaines de les produire. Au total, depuis le début du conflit, il y a 6 mois, l'administration Biden a déjà fourni plus de 10,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Nicolas Pinault depuis les États-Unis. Et puis on lit depuis plusieurs semaines maintenant la conséquence directe de cette guerre en Ukraine, c'est l'inflation et le prix des énergies qui s'envolent. Oui, le prix du gaz notamment, qui bat des records, une hausse que la plupart des Français subissent modérément grâce au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Sans lui, selon la Commission de régulation de l'énergie, le gaz aurait augmenté de 105% en 1 an. Le problème, c'est que ce bouclier, prolongé jusqu'à la fin de l'année, ne protège pas tous les Français. Tout dépend en fait du type de contrat auquel vous avez souscrit. Explication Margot Faudéré. Mauvaise surprise pour Chloé le 8 août dernier. En regardant son courrier, elle découvre que sa facture de gaz pour l'année 2022-2023 a augmenté. 180 € par mois contre 148 € l'an passé. Une hausse de 22% qu'elle ne comprend pas. Malgré que ma consommation ait diminué, parce que j'ai quand même fait attention, j'ai essayé d'anticiper un peu les augmentations, je paye plus. En janvier, elle avait reçu un mail mais ne l'avait pas ouvert. Son fournisseur la prévenait que les tarifs allaient augmenter. Et l'explication se trouve en bas de son contrat. Chloé a souscrit une offre indexée sur le tarif réglementé du gaz, le tarif établi par les pouvoirs publics, sauf que son abonnement n'est pas protégé par le bouclier tarifaire, comme l'explique Jean-Baptiste Equet, spécialiste de l'énergie chez SIA Partners. Le fournisseur est autorisé à envoyer en fait un courrier dans lequel en fait il peut dire qu'il va modifier ses tarifs. Et si sous 1 mois le client n'a pas résilié finalement son abonnement, à partir du moment où l'énergie a été consommée, il peut commencer à la facturer à ce prix-là. Pas de gel des prix non plus pour les Français qui ont souscrit une offre indexée sur les prix du marché. Si le marché fait plus 50%, vous allez payer 50% de plus. S'il fait 50% de moins, vous allez payer 50% de moins. Et ça, vous pouvez absolument rien faire. C'est un contrat que vous avez signé et le bouclier tarifaire ne vous protège pas du tout. Au total, près de 8 millions de Français pourraient voir leur facture augmenter malgré le gel des prix. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Des prix qui flambent et le climat qui ne nous aide pas. On attend encore de fortes chaleurs cette semaine, jusqu'à 38 degrés dans le midi toulousain et plus généralement sur l'ensemble des régions du sud-ouest. Oui, était très lourd dans toute l'Europe d'ailleurs, avec très peu de pluie. Au Royaume-Uni, on n'avait pas connu pareille sécheresse depuis 10 ans. La situation est telle que Londres, la capitale britannique, va subir des restrictions d'eau à partir d'aujourd'hui. Reportage de notre correspondante Élodie Goulesque. Cheveux blancs mi-longs et polo noir au logo de son magasin, Glenn Davis travaille normalement malgré la mise en place des restrictions d'eau. Pour ce manager d'une petite jardinerie au nord de Londres, l'interdiction temporaire d'utiliser un tuyau d'arrosage est une bonne idée. Cela provoquera peut-être une prise de conscience. Je crois qu'en fait, les gens ne réalisent pas à quel point l'eau est précieuse et il y a énormément de gaspillage. Malgré les interdictions, il est toujours possible d'utiliser un arrosoir pour s'occuper de son jardin. Des restrictions respectées par la plupart des citoyens, même si beaucoup pointent du doigt les nombreuses fuites d'eau dans les tuyaux de la ville. David, qui hésite entre 2 bouquets de fleurs, blâme notamment le manque de maintenance de la compagnie Thames Water, qui gère le réseau de Londres. On lit partout des articles sur le gaspillage d'eau de ces compagnies à cause de leur manque d'investissement depuis des années. Donc d'un côté, on nous rejette la responsabilité. Mais d'un autre, ça mobilise la population. Et je suis tout à fait d'accord pour faire ma part. L'objectif de ces restrictions est d'économiser de l'eau alors que les niveaux des rivières et réservoirs sont exceptionnellement bas. Au total, elles toucheront près de 30 millions de personnes à travers le pays. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. Au lit à 19h, sac bouclé, tenue repassée dans une semaine, vous serez fin prêt pour la rentrée des classes. Oui, mais avez-vous pensé à l'assurance scolaire ? C'est un incontournable de la rentrée. Mais oui, chaque année, il y a des subtilités à ne pas oublier. Petit mémo avec Aurélien Fleureau. La première chose à faire est de vérifier si une assurance scolaire est déjà présente dans votre contrat multirisque habitation. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas systématique. Elle est facultative pour les activités prévues dans l'emploi du temps de l'élève, mais l'assurance scolaire est obligatoire pour les sorties type cinéma, musée et pour la cantine. Elle protège votre enfant de manière classique contre les dommages causés ou subis, lunettes cassées, blessures, mais il faut aussi s'adapter à l'évolution des comportements, notamment en cas de harcèlement via les réseaux sociaux, précise Ralph Ruimi, cofondateur de l'assurance en ligne Achille. On a des nouvelles garanties qui sont apparues, tout ce qui est le cyberharcèlement et des choses comme ça, qui peuvent faire un petit peu gonfler l'addition. C'est des garanties qui ne sont pas forcément dans l'assurance scolaire, c'est des options qu'on voit apparaître depuis peu sur l'assurance habitation. Les tarifs peuvent aller de 9 à 35 € par an selon le niveau de couverture. Certaines options sont payantes, d'autres non. La Maïf prend par exemple en charge le vol de cartable ou le suivi psychologique d'un élève harcelé. L'assureur vient même de lancer une offre spécifique
pour les enseignants. Elle couvre notamment les frais de justice en cas de plainte de parents d'élèves. Aurélien Fleureau. Enfin, si vous le voulez bien, Fanny, avant cette rentrée des classes, on va quand même profiter encore de quelques jours de vacances et d'insouciance qu'il nous reste avec notre série de l'été. Ah oui, direction le MAS, le camping de Martigues, géré depuis 1978 par la famille de Rosie. C'est toute une histoire. Nina Pavan l'a suivi dans sa tournée matinale. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Rosie, la gérante du camping. Elle s'occupe de la réception en ce moment. Bonjour, vous allez bien? Super. Bonjour Rosie. Bonjour Nina. On va aller faire un petit tour, vérifier si tout le monde se porte bien aujourd'hui. C'est ça, donc on est parti. C'est un grand camping, on a besoin de cette petite voiturette à porte déplacée. Déjà, c'est très confortable. C'est vrai, je confirme. Nous avons 300 emplacements, dont 200 locatifs. Là, la saison a été bonne cette année? Oui, très bonne. Déjà un temps magnifique, donc ça a incité beaucoup de touristes à venir. Et on a eu de la chance d'avoir dès le début de saison beaucoup d'Allemands, beaucoup de Suisses et beaucoup de Belges. Donc le bonheur. Et on a toujours des gens qui découvrent la région et le camping. Et même des premiers campeurs. C'est ce côté humain justement qui vous plaît, vous? Oui. Oh oui, c'est de connaître les gens, de pouvoir leur faire passer de bonnes vacances. Il y a beaucoup d'ennuis, il ne faut pas croire que c'est tout rose, mais le maître mot, c'est qu'il faut que ça plaise pour que les gens le sentent, je crois, et puissent profiter aussi. On sent en tout cas toute l'affection que vous portez à vos clients. Merci beaucoup Rosie pour la balade en voiturette. Moi je descends ici et je pars explorer à pied les allées du camping. On attend la suite. Nina Pavan, correspondante d'Europe 1 dans la région marseillaise. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure. Europe Matin.